culture gabonaise. Il y a beaucoup lorsqu'ils arrivent au milieu des autres, tandis que la dernière fois on a organisé la journée culturelle avec la Sésame. Il y a des Gabonais qui ont d'être, je ne sais pas si c'est Gabonais ou bien d'être un peu bantou, Coca, je ne sais pas tout. Nous-mêmes, nous sommes incapables de valoriser ce que nous sommes. Qui viendra le faire? Tout à l'heure, elle a parlé des salons des Marocains qui organisent souvent des salons pour. On a embrassé la culture occidentale. Lorsque nous, on va en France, ou bien lorsque nous sommes au Maroc, on va aller exposer quoi? La culture occidentale, puisque nous-mêmes, nous sommes les Occidentaux. Donc, je pense que la première chose qu'il faut appuyer ici, c'est d'abord la fierté de ce que nous sommes. L'accepter tel que nous sommes. Je pense qu'il faut d'abord marquer. Merci Pierre, merci beaucoup. Une autre intervention. Daniel veut intervenir, oui. J'ai vu qu'il a fait le bas. Alors, ce que je pourrais dire est très simple. Je crois que cela va dans le même sens de l'intervention du secrétaire général de l'UGM ainsi que du secrétaire général adjoint de l'UGM section Casablanca. Je dirais que, en ce qui concerne l'art et la culture, dans les interventions, on a beaucoup plus parlé du côté art et culture, mais on a oublié la suite, bien sûr, de cette phrase-là. C'est comme source, n'est-ce pas, participer à la croissance économique de quel pays? Du Gabon, bien évidemment. Alors, comment peut-on faire pour parvenir à participer à la croissance économique du Gabon si même d'abord on ne parvient pas à vendre l'image même de ce pays-là? Parce qu'on dit croissance économique, c'est clair que ce sont des investisseurs que l'on va emmener dans notre pays. N'est-ce pas? Mais pour amener des investisseurs dans notre pays, il faudrait d'abord vendre l'image du pays. Et c'est là où se trouve le véritable problème. Parce que comme le disait le SG, comme le disait le SG adjoint aussi, le Gabonais en lui-même méconnaît même d'abord sa culture. Alors si tu méconnais ta culture, tu seras dans l'incapacité de mettre en évidence cette culture-là auprès des étrangers. Donc je penserais qu'il faudrait d'abord que l'on puisse passer par une sensibilisation du Gabonais lui-même, l'apprentissage de ses sources, de sa culture. Parce que pour plusieurs personnes, je vais prendre pour ma part, ici au Maroc, la Sésame Casablanca avait organisé une journée culturelle. Et il fallait que le Gabon puisse participer avec tout ce qui est culture et autres. Je suis allé à l'ambassade, j'ai récupéré le matériel culturel qui se trouvait à l'ambassade. Mais on a fait face à un problème très important et crucial, c'était les masques. On avait un tas de masques avec nous. Après, avec mon vice-président, on s'est posé la question de savoir si jamais, devant ce public, on lui demande de donner la signification de chaque masque. Qu'allons-nous dire? Et j'avoue, beaucoup de gens disent oh, le président va prendre la parole. C'est bien, j'ai dit je devais prendre, mais je savais qu'à l'intérieur de moi, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas une connaissance approfondie des masques du Gabon, du tout. Donc si jamais on nous disait de parler de ces masques-là, parce que si vous voyez sur les photos et tout le reste, les jeunes étudiants gabonais, ils ont ça au visage, ils ont ça à la tête, c'est bien. Mais si on dit maintenant, ce masque-là représente quoi? Ça devait être une honte totale. Donc, pour attirer les investisseurs dans notre pays, il faudrait d'abord que l'on puisse vendre l'image du pays dans toutes ses formes. Vendre la culture de notre pays. Et pour ce faire, il faudrait que nous-mêmes nous puissions d'abord inculquer ces connaissances-là à l'intérieur de nous, avant de les faire prévaloir. Donc je dirais que c'est ce que j'ai d'abord à dire et par la suite j'en ajouterai. Merci Daniel. Donc on salue la présence de notre artiste Evainer et il n'est plus à présenter. Merci pour les applaudissements, j'en étais proposante. Donc, le temps qu'ils reprennent le fil, on va laisser la parole à une personne qui voudra peut-être intervenir pour le
la juriste, enfin, honore-nous de ton discours quand même. Avançons. D'accord, donc le point, oui, grâce. Casablanca, section Casa. Et le président est ici. Moi, je voudrais bien expliquer dans son point de vue, en fait. Avant de parler de culture et d'art comme étant des leviers pour la croissance économique, il faudrait d'abord qu'on en parle comme... Je parle fort. Non, pas assez. Non. Je disais, avant qu'on ne puisse aborder la question de culture et d'art en tant que levier de croissance économique, il fallait d'abord parler de l'art et de culture dans son essence en fait. En ce que ce soit d'abord des moyens d'expression. Je sais pas, à moins que moi je ne me retrouve avec un Gabonais, à moins qu'on ait eu une conversation, je peux pas savoir si c'est un Gabonais ou ce n'est pas un Gabonais. Lorsque l'on prend des taxis, on demande ivoirienne, sénégalaise. C'est très très rare qu'on demande si nous sommes des Gabonais. Le problème qu'on a souvent lors des journées culturelles par exemple, le Gabon, objectivement, je pense que nous sommes souvent très très mal représentés. Là où j'étais par exemple, là où j'ai fréquenté, on était souvent les derniers à présenter. C'était très mal organisé toujours. Il n'y avait pas de participants, il n'y avait pas de candidats et tout ça là. C'était vraiment les Gabonais, ils étaient quasi inexistants. Comment est-ce qu'on va vendre le pays? Comment est-ce qu'on va vendre notre image déjà si entre nous, dans les petites communautés dans lesquelles nous sommes, on n'arrive pas à s'exprimer convenablement par exemple? J'ai une amie ivoirienne. Elle, qu'est-ce qu'elle fait par exemple ici? Elle fait des bijoux. Elle fait des bijoux avec des produits typiquement ivoiriens en fait. Elle adapte tout ce qu'elle trouve, des trucs de mode, des bracelets, des boucles et tout, mais avec du matériel qui vient directement de la Côte d'Ivoire. Et elles vont clairement s'en payer en fait. Elles vont sa culture, elles vont de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on voit ça, on sait que ça c'est de la Côte d'Ivoire et on a envie d'aller en Côte d'Ivoire, on a envie de visiter la Côte d'Ivoire. Mais nous, qu'est-ce qu'on attend? En général, on n'a que les journées culturelles pour s'exprimer et tout. Et même si pendant ces journées culturelles, on n'arrive pas à s'exprimer comme il le faut. Comment est-ce qu'on pourrait s'en servir particulièrement ici au Maroc comme levier de croissance pour le pays? Donc, tu poses la question d'assistance? Oui. Oui. Merci, Grâce. Merci pour la question, Grâce. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon. Déjà, quand on parle de l'art et de la culture, on peut parler de nos langues. Quand on parle de l'art, on peut parler de la danse. Parler de l'art, ce n'est pas forcément se retrouver dans nos danses traditionnelles, non. Mais l'art, on a l'Ancham qui est là, on a des danseurs. L'art, c'est aussi s'exprimer dans les danses de chez nous. C'est une danse qu'on a créée. Et là, vraiment, il y a comment pourrais-je m'exprimer? Pendant une manifestation, j'ai aimé parce qu'ils ont invité un groupe de danse gabonais qui est venu. Ils ont animé la salle. Ça, au moins, on a pu vendre notre pays. On a pu se faire connaître. Donc, c'est pas forcément parce qu'on ne connaît pas les masques ou bien on ne connaît pas les langues, qu'on ne peut pas vendre notre pays. Il y a plusieurs innovations, il y a plusieurs choses. On grandit, on évolue. Donc, pour pouvoir vendre le pays, pourquoi forcément retourner en arrière? On peut jouer avec les choses qu'on a en ce moment. On peut jouer avec l'actualité. On a beaucoup de personnes qui font des vagues. On a République qui est là. Il a participé. Donc, si pendant une manifestation ivoirienne, par son savoir, par ses vidéos qui passent, on l'invite, on fait vendre le pays. Donc, ce n'est pas forcément pour dire que parce qu'on ne connaît pas la tradition ou bien on ne connaît pas ce qui s'est passé avec nos parents, on ne peut pas vendre le pays. Ça, là, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Donc, Naomi met la nuance en disant que l'art et la culture, c'est vrai, on a besoin, nous, on estime qu'on a besoin de ça pour repartir, parce qu'on n'a pas encore
On a besoin de nos sources. Et Naomi dit qu'on peut aussi vendre notre pays à travers autre chose. C'est vraiment un super point de vue. Ce n'est vraiment pas. Effectivement, ce n'est pas. Il n'y a pas que l'art et la culture pour moi. Il y a plusieurs façons de vendre le pays. Tu as parfaitement raison. Et donc, c'est de tout. Il y a de tout. Mais le problème avec nous, les Gabonais, c'est que même ça, on a du mal à le faire. À vraiment vendre notre pays à travers tous les aspects. Et nous, on s'est approprié un aspect, donc l'aspect culturel. Vous savez, les Sénégalais, on les identifie parce qu'ils parlent que leur langue. Même si ce n'était pas la langue nationale seulement, même les Ivoiriens, ils ont le louche, ils ont des termes que si tu n'es pas assis avec eux, tu ne peux pas comprendre leur façon de parler. Nous aussi, on a des façons de parler. Et donc, il y a que entre nous, on doit d'abord s'exprimer en nos langues aussi, comme M. Grâce a dit. C'est vraiment un point de vue, et pour cette immense langue, il faut connaître ça. Depuis le pays, on ne parle pas nos langues. C'est vraiment. Le peuple a salué, c'est le peuple fond, parce que c'est le peuple fond qui fait parler à son enfant la langue depuis le bas d'âge. 2 ans même, il y a le gars, il te tchatche ça, voilà. Si tu n'as pas grandi vraiment en province, vraiment, et avec un parent assez dans la culture, c'est assez compliqué. Donc, tous les aspects sont bons pour vendre le pays. Et c'est parfois bien de connaître son identité. Ça, c'est à cause de la vie, c'est important de connaître ton identité. Tu vois le Gabon avec les innovations, avec tout ce qu'on fait, mais il faut que tu saches d'où tu viens, qui tu es. Quels que soient tous les problèmes, ça va te servir. Aujourd'hui, nous, c'est parce que c'est un aspect qu'on a négligé au Gabon. Mais tout le monde l'utilise, les Occidentaux l'utilisent. Et nous, on s'est dit, c'est important de le faire. Parce qu'on a à montrer, on a à revendre. Regarde les ethnies, c'est une richesse. C'est vraiment cet aspect-là. Hein? Parce que j'ai essayé que tu t'en comptes la vie. Donc il y a Daniel, si Marita tu as terminé à Daniel. Ah oui, ensuite. Vas-y. D'accord, ensuite on reviendra avec Daniel. Quand est-ce que l'art et la culture, c'est ça? Quand est-ce que l'art et la culture, le biais du retour aux sources, participent à la croissance économique? Moi, je pense qu'avant de commencer, on doit d'abord définir les termes pour mieux se comprendre. C'est quoi l'art? L'art, c'est le fait de maîtriser une technique. Maîtriser une technique, c'est la pratiquer au quotidien. L'apprentissage par l'exercice. La culture, c'est quoi? C'est le développement des capacités intellectuelles par différents moyens. Il y a aussi de l'exercice à l'école. Le levier, tout simplement, on dira c'est un boom. C'est un boom, c'est un take-off, si je peux le dire ainsi. La source, c'est où on puise notre énergie, c'est l'origine. L'essence. C'est l'essence même de la chose. Voilà. La croissance, tout le monde sait c'est quoi la croissance? L'augmentation. On peut parler aussi d'évolution, on peut parler, voilà, tout le champ lexical qui se rapporte à l'augmentation dans la croissance. L'économie, c'est très important parce que là, je vais établir un parallèle entre l'économie et la culture artistique. Je ne parlerai pas de culture ni de l'art, je parlerai de culture artistique. L'économie, c'est la manière dont les ressources sont utilisées pour satisfaire les besoins humains. Donc, quelles sont ces ressources-là? Nous avons de la culture artistique. C'est une ressource. Pour moi, l'art ne se résume pas dans nos chants traditionnels, dans nos danses, dans nos rites et croyances, je ne sais pas, dans, comment dirais-je, dans tout ce qui est, traditionnel, voilà, tout ce qui est traditionnel. Mais l'art, c'est aussi le fait de peindre, c'est aussi le fait de pouvoir s'exprimer, c'est le fait de dessiner, de faire plusieurs choses en même temps. Donc, ici, je voudrais citer aussi un auteur comme Emmanuel Kant qui dit la culture doit être produite par le peuple. Mais comment cette culture doit être produite par le peuple? C'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que nous, en tant que Gabonais, nous faisons pour valoriser notre culture? Parce que le plus important, ce n'est pas de dire la culture doit être retour, on ne doit pas parler de retour aux sources, nous sommes là pour... Mais qu'est-ce que nous devons faire en tant que Gabonais pour produire cette culture, pour développer cette culture davantage? Il faut dire que l'objectif ici est de faire de notre culture un facteur de rétention. De rétention pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous regardent. Il faudrait que lorsqu'un étranger nous regarde, il dise ouais, c'est du Made in Gabon. C'est un Gabonais. Il a une manière de parler, il a une manière de s'exprimer, il a une manière de se comporter.
C'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons promouvoir. Donc sur ce, je reviendrai encore en parlant de l'art, en disant qu'on ne peut pas parler de culture si on n'a pas nous-mêmes une vision. Si tu parles de la culture, tu dois avoir une vision. Parce que tous ceux qui ont une vision ont déjà au préalable bossé sur la culture. C'est très important. En même temps, pour ce qui est de l'art, il faut déjà avoir une technique dans la tête. On parlait de tradition tout à l'heure, on devra parler de tradition si on n'a pas de technique. Parce que chaque tradition s'identifie. Chaque tradition a une particularité. Chaque tradition a une image. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Et voilà. Merci. Donc, on va laisser la parole à Daniel. Ok, je voulais juste rebondir sur ce que ma très chère grande sœur a dit, parlant de ce qui est actuel, ce qui est actualité, ce que nous avons déjà créé, n'est-ce pas? Donc, se servir de ça pour vendre l'image du Gabon, et n'oublions pas toujours qu'on est dans l'optique de la participation à la croissance économique du Gabon. Quand nous parlons de croissance économique du Gabon, pour ce faire, il faudrait que l'on puisse développer des mécanismes qui feront en sorte que la demande soit grande, n'est-ce pas? Qu'il y ait aussi des investisseurs. Parce qu'on peut parler de croissance de l'économie sans parler aussi d'investisseurs. Parce que lorsque l'investisseur trouve son intérêt dans un endroit bien particulier, une chose est sûre, c'est qu'il s'y rendra. Donc, il est vrai que nous avons nos danses, il y a l'Antiam, il y a les Vaineurs, notamment mon grand frère qui est ici présent, avec lui. Mais maintenant, la question essentielle est de savoir, n'est-ce pas, si l'ampleur des danses et tout ce qui est Vine, n'est-ce pas, pourrait être la même dans la participation de la croissance économique en comparaison avec celle que, les ressources que le Gabon nous offre directement. C'est-à-dire, quand je parle des ressources que le Gabon nous offre, ce sont les ressources naturelles. Quand je parle de ressources naturelles, on en a plusieurs, on parle de plusieurs choses, n'est-ce pas? En ce qui concerne la faune et la flore gabonaise, bien évidemment. On va parler de gorille, au dos argenté, le perroquet du Gabon et autres. J'y vais dans ce domaine pour beaucoup plus toucher ce qui concerne le tourisme. Nous avons une grâce au Gabon, c'est que la nature même gabonaise nous offre déjà plusieurs choses. Au Gabon, pas mal de choses sont aussi passées sur le plan historique. Bien sûr, avec l'hôpital Chaudière de Lambaréné, on a le mont Mimban à Oyem. Ce sont des sites historiques que beaucoup de personnes ignorent. À l'intérieur desquels il y avait eu une bataille entre l'Allemagne et la France. Et ça revient encore à ce que je disais sur la connaissance même d'abord de tout ce qui est de notre culture à nous. Parce que je ne parle pas seulement de la tradition, quand je parle de culture, c'est de manière générale. Nous avons beaucoup de choses, que ce soit les parcs nationaux, que ce soit les différents monts et tout le reste. Nous pouvons développer ce secteur-là de telle sorte que le plus d'investisseurs, n'est-ce pas, viennent au Gabon. Lorsqu'on va d'abord bien évidemment présenter ces choses-là, un, les connaître, deux, les présenter. Trois, je suis sûr qu'une bonne présentation du patrimoine gabonais fera en sorte que de plus en plus de touristes ils viennent. Si on dit plus de touristes, nous disons aussi plus d'investisseurs. Donc c'est la raison pour laquelle moi je voulais beaucoup plus me focaliser sur ce que Dieu a offert au Gabon déjà. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire ce qui est déjà là. On n'a pas forcément créé ça, mais c'est déjà là. Maintenant, quitte à nous de savoir comment exploiter cela, n'est-ce pas, afin que l'économie gabonaise puisse prendre de l'ampleur. Merci Daniel. Merci Daniel. Donc, je vais répondre à... Oui. Ah, d'accord. Brice voulait s'exprimer encore par rapport à cette section. Oui, exactement, oui. J'ai vraiment dû m'exprimer.
Je vais toucher deux points. Il faut vraiment qu'on fasse une différence entre le Gabon et la culture gabonaise. Pourquoi cette différence? Parce que vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où pour vendre, on est prêt à tout. Prendrons juste l'aspect commerce, etc. On peut copier, on peut mélanger, c'est ça vendre en fait. C'est-à-dire qu'on peut vendre le Gabon en présentant beaucoup de choses, mais qui ne sont pas gabonais, mais juste être gabonais. C'est aussi vendre le Gabon, c'est-à-dire moi je me présente, je vais faire quelque chose et ensuite on me dit mais attends, tu arrives à fabriquer cette bouteille-là, mais comment tu fais, tu es de quel pays? Je ne représente pas le Gabon, mais je suis quand même Gabonais. On parlera du Gabon, mais pas de la culture gabonaise. Mais c'est très dangereux parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où on va arriver avec cette technique-là qui est utilisée par beaucoup de pays, hein, c'est-à-dire qu'on essaie un peu de copier partout tout en se présentant à l'intérieur. Ce qui se passe à la fin, c'est quoi? À un moment donné, il y aura une saturation parce qu'il n'y a pas d'authenticité. Dans la culture gabonaise, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les bases qui sont, on s'appuie sur l'origine même de notre pays, sur ce que c'est le Gabon. Et c'est important. C'est important pourquoi? Parce que lorsqu'on veut apporter une certaine originalité dans le développement de notre culture, une certaine originalité dans la croissance économique de notre culture, il est intéressant d'avoir pour base les connaissances de cette culture en question. C'est possible de vendre le Gabon hors de la culture gabonaise. Mais en fait, on arrive à un nuage où il y aura une saturation d'informations. Parce que tout le monde fait ça aujourd'hui. Tout le monde représente son pays en faisant ce que les autres font, juste en ayant un drapeau différent des autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui. À un moment donné, il n'y a pas d'authenticité. Et nous sommes dans une atmosphère où, regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a moins de 10 ans, on ne savait pas qu'on pouvait avoir Facebook, qu'on pouvait être dans cette atmosphère-là. Ça va tellement vite que ce côté-là, il va avoir une certaine saturation. On ne reconnaîtra plus les gens sur la base d'une certaine connaissance de pays ou bien... Non, mais on va reconnaître l'identité des gens sur la base de leur connaissance culturelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens sont en train de laisser. Et c'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en faisant ça, ils essayent de préserver même l'éthique que doit représenter le Gabon. Dans la mesure où cette éthique-là va nous permettre de mieux cerner l'orientation qu'on souhaite donner à notre pays. Parce que demain, lorsqu'il y aura saturation sur le marché, les gens vont revenir à l'authenticité. Lorsqu'ils reviennent à l'authenticité, ils vont trouver des gens comme Abdeza qui ont réussi à rebâtir. Azeba. Azeba, comment disons. Voilà, je tenais à toucher ces deux points. Maintenant, Ali a touché un truc en disant qu'on ne peut pas parler de culture si on n'a pas de vision. Je dirais par contre le contraire. On ne peut pas parler de vision si on n'a pas de culture, parce que c'est ce que nous sommes qui définit comment on va voir demain. Donc si on ne se définit pas, si on n'a pas une certaine, si on ne circonscrit pas notre environnement, on n'aura pas cette capacité à respecter certaines normes. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui sur le marché de l'emploi, même sur comment on appelle ça, la capacité avec laquelle les gens arrivent à travestir leur personnalité lorsqu'ils veulent vendre des choses, dépend de leur culture. Quand ils veulent vendre, ils veulent juste vendre. Ils s'en foutent d'où il vient, ou ce qu'il veut faire, ou comment il veut vendre ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de vendre. Alors que lorsqu'on s'appuie sur les bases culturelles, on s'appuie sur les fondements qui ont certainement un impact positif sur la technique, encore sur la durabilité de ce qu'on veut proposer. J'espère que j'ai pu être... Merci vraiment. Donc, je pense qu'on va passer à la saison 2, mais juste pour dire qu'il y a tellement d'aspects. Il y a beaucoup à dire. Il y a le patrimoine, il y a l'identité ethnique, il y a les masques, il y a la danse, il y a tellement d'aspects à aborder. Et donc, tous ces aspects, on peut effectivement permettre la croissance de l'économie. Donc, à nous, parce que ce n'est pas seulement à c'est nous demain, de pouvoir s'approprier de notre culture, de notre identité et d'une quelconque manière de pouvoir porter, parce qu'effectivement, il a raison. Le retour à l'authenticité, ça, c'est même maintenant, les gens reviennent vers ce qu'ils recherchent maintenant, mais qu'est-ce qu'on avait à la base, parce qu'on s'est perdu, il y a trop de choses. Et donc, c'est important. Donc, je pense qu'on va essayer de passer cette étape et puis on aura le temps de faire plusieurs échanges à ce sujet, de développer vraiment à chaque fois si on parlera du patrimoine, on parlera juste de la forêt. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on va aborder. Donc, la section 2, ce sera culture contre religion. Comment réussir le bon mariage pour la revalorisation et la sauvegarde de notre patrimoine. Bon, déjà, il ne faut pas qu'on s'éloigne en abordant ce point. Donc, je veux recadrer. Il n'est pas question de contredire la religion. Il n'est pas question d'accuser
que ce soit la culture ou la religion. Il n'est pas question de dire quel est de ces deux qui peut porter au nom. On a juste remarqué qu'on s'éloigne un peu plus de nos cultures au profit de la religion. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il y a des aspects de nos cultures aussi qui sont vraiment l'ésotérisme, même il y a des choses assez... Hein? Donc on ne critique ni la religion ni la culture, on demande comment on peut réussir à embrasser. Parce qu'aujourd'hui, ma tante va me dire, moi, je ne peux, c'est pas mon problème, je vais en train d'aller assister aux gens qui dansent le djembé, ou je dois aller à l'église. Genre comme la personne qui a dansé le djembé a invoqué le diable. Donc il faut qu'on... C'est dans le sens de faire la nuance entre ces deux choses. Ces deux choses, pardon, de bien agencer, assembler, qu'on a tenu à parler de ça. Donc, vraiment, ce n'est pas la bagarre de la religion. Je veux dire que selon vous, donc, comment vous voyez le bon mariage, sans oublier qu'aujourd'hui, la Bible qu'on lit, c'est la culture hébraïque. C'est un peuple qui a gardé sa culture aussi, ses coutumes. Après, c'est vrai qu'on est peut-être tous chrétiens en majorité, on a lu la Bible. Après, ça ne dépend pas tellement de la religion, c'est un style de vie maintenant aussi la chrétienté. Mais est-ce que vivre chrétien, ça veut dire forcément voir satanique, tout ce qui est africain, tout ce qui est culturel? Comment vous voyez ça, le mariage? Comment vous le vivez au quotidien, le fait d'être africain et d'être en même temps juif, un peu chrétien, et de ne même plus connaître ce qui fait quand même votre essence? Comment vous voyez le mariage? Comment faire? Et en précisant également, elle a précisé que la Bible c'est une culture hébraïque. Ce n'est pas les colons, nos colons, qui ont apporté la Bible en fait. Eux aussi, ils ont créé, ils ont repris, ils ont arrangé, ils sont venus. C'était déjà là. Et aussi, en disant que dans nos cultures, on n'avait pas la culture écrite, on avait la culture orale, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans nos cultures qui ne sont pas le même de ce qui est dans la Bible. C'était juste la morale. Avant vos interventions, voilà. Donc, qui commence? Luc. Bonsoir d'abord à tous. Bonsoir. C'est assez difficile pour moi d'aborder le sujet parce que pour parler de culture et contre-religion concernant le mariage, il faut savoir exactement comment se passe le mariage sur notre culture. C'est le bon mariage, pas le mariage. Mais comment tu vis le fait d'être chrétien, peut-être, et d'avoir aussi ta culture à valoriser? Ok, je n'avais pas contextualisé. Ne pas nier ta culture africaine. D'accord. Donc le mariage entre la culture et la religion. Voilà. Ok. Bon, moi je le fais assez simplement. Je suis de culture africaine, gabonaise. Je suis partagé entre deux ethnies, bantou. Donc, perso, tant que tout ce qui est culturel, traditionnel, ne va pas à l'encontre de la foi que je confesse, parce que je suis chrétien, tant que je ne fais pas d'initiation, tant que je ne n'entre pas dans un temple vous voyez ce que je veux dire? Tant que je ne pratique pas quelque chose d'interdit par la parole à laquelle je crois, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tant que ce n'est pas à l'encontre de ce en quoi je crois, tant que la culture ne contredit pas la parole que je lis, je ne vois pas d'inconvénient en fait. Donc, si on parle par exemple de la dot, je ne sais pas si la dot est biblique. Donc, toi, tu là, vas pas doter ta femme. je viens dans un contexte. Oui, c'est pas grave, Ouais. vas-y, on va parler. Donc, je n'ai rien contre ça, même si ça a pris une tournure assez commerciale. Assez commerciale. Je n'ai particulièrement rien contre la dot. Il y a des chrétiens qui disent c'est pas biblique, je ne fais pas ça. Perso, j'ai rien contre ça, donc je peux pratiquer. Donc, c'est pour dire que je vis vraiment ma foi très très simplement. Je n'irai pas jusqu'à me mettre une peinture traditionnelle, mais je peux assister à un événement traditionnel. Merci, Luc. Bon, moi, honnêtement, cette question-là, j'ai dans l'esprit depuis. Et je pense que lorsque vous avez commencé l'intervention, il y avait beaucoup de choses à dire et ça, vraiment, ça en fait partie. Pour ma part, lorsque je définis culture, c'est l'ensemble des rites, des danses traditionnelles qui permet de référencer un peu qui nous sommes. Et je sors de là tout ce qui est ésotérique, mysticisme, on ne va pas prendre mon semblance avec le fait que je fais encore avec. Vous comprenez un peu? Donc, maintenant, lorsqu'on parle
de religion et culture, je me retrouve pas trop parce que pour moi je définis pas, je trouve pas, je ne mélange pas les deux. Par exemple, lorsque les gens vont danser, par exemple les leunes ou les femmes, en fait, ça n'a rien de religieux, c'est une danse traditionnelle, c'est dans la culture. Maintenant, lorsqu'on parle de sortir en vampire, de boire le sang des gens, comprenez, là c'est mystique, je pense que c'est ce contexte-là que vous voulez toucher peut-être. N'est-ce pas? Bon, maintenant, voilà, parce qu'il faut vraiment, parce que vraiment, je fais la différence entre ces deux éléments-là. Je pense que vraiment il y a une différence à faire entre l'esprit et le côté un peu mystique de la chose, donc de la religion. Mais pour ma part, je ne veux pas me situer, je ne veux pas prendre position. Je ne veux pas prendre position. Pour toi, il n'y a pas de mariage qui existe. Non, non, écoute, il n'y a pas, c'est des choses différentes, il n'y a pas de mariage possible. C'est-à-dire que ça ne se contredit pas. Comme Luc le disait tantôt, c'est possible d'accepter de se marier à la coutume, et même si ce n'est pas écrit dans la Bible, ça ne se contredit pas, c'est pas écrit, mais ça se fait chez nous, par exemple. Et je ne pense pas que ça crée des problèmes quelque part. Voilà. C'est dans ce sens-là que je me dis que la culture n'a rien contre. Maintenant, il y a des extrémistes, par exemple. Sur le côté religieux, ils disent non, mais écoute, moi je ne peux même pas entendre la musique, par exemple les gens danser, les lônes quelque part, je ne veux pas entendre ça. Parce que il y a des gens qui sont assez extrémistes dans ce sens, mais je pense que ces personnes-là par contre ne savent pas ce que c'est, en fait n'arrivent pas à cerner la différence entre ces deux éléments, parce que d'après tout, ils représentent une nation, ils représentent une culture, ou même ils doivent représenter une culture. Bon, le deuxième côté concernant ce problème-là, c'est que je pense que c'est l'approche qu'on a fait de la religion qui est à l'origine de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait que beaucoup de gens se soient effacés dans tout ce qui est culture gabonaise vient de là. On sait un peu le nom d'église au Gabon. Tout ce qui se dit à l'intérieur comme interdit. Donc, je pense que c'est cette approche-là qui a fait en sorte que les gens se sentent plus concernés. Parce que le moment où on te dit, bon, ne rentre pas dans un thème de gender, tu veux que je ne rentre pas, donc je ne vais pas aussi un jour mettre une tenue traditionnelle, parce que c'est certainement aussi lié à tout cela. Donc ce serait important déjà, au lieu de créer un conflit entre les deux éléments, de par contre essayer de faire la différence entre ces deux éléments afin que chacun soit capable de choisir, de savoir en fait que sa culture n'a rien contre son orientation religieuse. C'est pour ça qu'il faut savoir. Donc tu as parlé d'ésotérisme et de mysticisme, même plus dans un temps. C'est ta culture, il faut savoir exactement. Il faut connaître. Donc, tu as dit, pour pouvoir connaître, il faut rentrer pour connaître. Parce que tu ne peux pas savoir en étant à l'extérieur. Je vais prendre un exemple de l'initiative du petit, par exemple. Tu ne peux pas savoir si le petit va à l'encontre de la religion si tu n'es pas encore rentré. Les gens disent, quand on fait le petit, on boit le sang, on fait ceci, on tue ceci, on fait cela. Il faut savoir, même si tu n'es pas obligé de rentrer, il faut poser les questions. Et c'est ce qui nous manque. C'est pour ça, on a dit ça parce que c'est parti d'un constat. Il y a beaucoup de personnes moi personnellement, qui m'ont refoulé par rapport à Azeva à cause de la religion. Que le vaut autre chose, même les publications qu'on fait challenge de danse. J'ai une tante qui m'a parlé de l'école parce qu'on partait souvent au 12 à Mélène danser les jeunes. Je ne suis pas faux. On partait au 12 danser les jeunes. Elle dit qu'elle ne peut même pas parce que c'est une danse perverse. C'est vrai que les lônes s'amusent parce que vraiment ça va dans tous les sens. Mais à la base, il y a un monsieur qui nous avait raconté que c'était une danse qui était là parce que les gens vont au show toute la journée. Pendant la semaine, ils travaillent dur. Il faut qu'ils se relâchent. Et au village, ils n'ont que ça. Le tam-tam et la voix. Donc ils se mettent à danser, ils se mettent à se déchaîner parce que les lônes, c'est une danse qu'on se déchaîne. Je suis vraiment pas fort, je connais pas les tenants. Mais le monsieur nous a expliqué que c'est parti de là. Mais à l'époque, les gens n'avaient rien. Ils passent toute la semaine à aller au champ toute la journée. Les jeunes allaient à travailler. Même avant l'école, les jeunes existaient. C'est une vieille danse. Et donc, il fallait un moyen de se retrouver dans une cour au village où tout le monde vient, tout le monde se déchaîne, grand comme petit. Et tout. Ça a peut-être eu des connotations assez, oui, effectivement, perverses plus tard. Mais l'origine, même l'essence même de l'église, c'est juste se défouler après une longue semaine de travail. Rien de spécial. Ça, c'est une explication qu'on m'a donnée, par exemple. Le buti, par exemple, je viens d'une famille buti. C'est un exemple que je donne en fait. C'est pour expliquer qu'il faut savoir. Le buti, je peux vous dire que bon, mon père, parce que je peux dire mon père, comme mon frère de ton père, c'est ton père. Mon père était un grand maître métiste. Et il ne connaissait pas lire, il ne connaissait pas écrire. Mais à lui-même, c'était une Bible. Parce qu'il n'y a pas une seule chose qu'on a dit dans la Bible que lui ne nous a pas dit en fait. Et il n'y a pas une seule chose
qu'il disait par rapport à son Dieu, il n'y avait rien de différent. La différence, c'est qu'on s'initie effectivement. Qu'on tue la gazelle et qu'on prépare en brousse, qu'on fait des sacrifices pour offrir à Dieu, les chrétiens l'ont fait. On a pratiqué cela dans l'Ancien Testament. C'est vrai qu'après, quand Jésus est venu, il y a eu beaucoup de choses. Mais je vous dis, il faut connaître sa culture avant de pouvoir dire qu'elle s'éloigne de la religion ou qu'elle ne concorde pas ou bien qu'elle va à l'encontre. Donc c'est un peu cette nuance-là. Et puis faire la différence, c'est de boire le sang, même sortir en vampire. Dans le métis, il y a des gens qui sortent en vampire, il y a des gens qui soignent. Il y a des gens qui soignent, il y a des gens qui sortent en vampire. Mais ça, c'est maintenant l'homme qui fait avec la religion. Si l'homme s'approprie de quelque chose, il modifie à sa façon. Il fait, comme l'homme touche à quelque chose, il modifie toujours selon lui. Et donc, c'est comme ça, c'est l'homme, l'essence même de la chose. Cindy veut dire quelque chose. Après, on va revenir à Amanda. Cindy, on est tous Cindy. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, moi, je veux plus revenir sur ce qui concerne la dot. Moi, je dirais que la dot est biblique. Pourquoi elle est biblique? Parce qu'elle est censée être un présent que l'on offre à la famille. C'est, on va dire, une façon de recevoir la bénédiction familiale. Et dans la Bible, il est clair que, excusez-moi, je vais parler de certains versets parce que dans la Bible, il est évident que Jacob, pour pouvoir épouser Léa ou Rachel, 14 ans. Oui, lui, il a attendu 14 ans, mais il a offert des présents. C'était ça, la dot c'était 14 ans. Oui, c'était 14 ans. Donc je tenais juste à éclaircir ce point, même si la dot est devenue commerciale et tout, mais elle est biblique. Merci. Merci Cindy. Merci Cindy, on peut applaudir aussi. Donc voilà, Amanda. Moi, ce que je tenais à dire, c'est que déjà, le buti, par exemple, c'était au départ une religion pour le Gabon. D'accord? Et la première chose à savoir, c'est que on n'a jamais obligé quelqu'un à s'initier. On est bien d'accord. La culture et la religion, de ce que moi je sais, nos ancêtres vivaient avec les deux. Quand les colons sont venus, ils allaient le dimanche, enfin le lundi aussi, si je peux dire, dans les temples et tout, mais ils reconnaissaient que le Dieu que les colons, je ne sais pas, ont ramené, c'était le même Dieu que eux ils priaient, comme tu as dit, sauf seulement peut-être qu'ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire, mais c'est le même Dieu qu'ils reconnaissaient. Donc du lundi au samedi, ils sont dans leur temple, le dimanche, ils allaient à l'église. C'est en fait le problème, je pense là, c'est la diabolisation de la chose. Aujourd'hui, comme on a dit, un fervent chrétien va dire je ne veux pas parler avec quelqu'un qui est dans le djembé, qui est dans le buti, qui est dans ceci, qui est dans cela. C'est son choix. On ne va pas obliger quelqu'un à parler avec. C'est comme un extrémiste butiste qui va aussi dire moi je ne reconnais pas le christianisme, je ne suis pas d'accord avec. On ne va pas obliger une personne à le faire. Du coup, moi je pense qu'il y a bien un mariage, mais le problème, enfin le mariage se fait au niveau de tout un chacun en fait. Tout ce que je voulais dire. Merci Amanda. Donc tu viens. Oui, on peut applaudir. Donc Cindy veut parler après, tu vas répondre. Non, Cindy n'a pas. Vous allez vous ok, vas-y. Il va pas jeter. Il va te voir après. D'accord, concernant ce qu'elle vient de dire, le fait que à l'époque, nos parents adoraient des statues. Il n'y a pas de statues. L'animisme. Oui, elle a dit qu'ils faisaient leur truc de buti avec des statues et après ils allaient à l'église. Non, je ne vais pas parler des statues. Au buti, par exemple, il n'y a pas de statue. Il n'y a pas de statue. C'est à ma connaissance. C'est Dieu, c'est ce qu'ils ont. Elle a dit en fait que les bouddhistes, comme vraiment je parle de ça parce qu'on est pas bouddhiste, comme je dis, le Dieu, c'est le même Dieu, ils disent. Mais ils le priaient à leur façon. Les chrétiens le prient à leur façon. Mais ils ont accepté que les bouddhistes priaient leur Dieu et après ils allaient le dimanche à l'église. Le même Dieu, mais ils priaient de la Mais là, moi je tiens à dire que franchement, il n'existe qu'un seul Dieu. Oui. Et le Dieu du Bouti, même s'ils disent que c'est le même Dieu, ce ne sont pas des vrais chrétiens en fait. Ils allaient à l'église, mais je ne pense pas que ce soit le vrai Dieu qu'ils adoraient. Donc on s'est dit, c'est différent. Il n'y a pas mariage. C'est différent, il n'y a pas mariage. Ok. C'est l'opinion de Cindy. Donc on va laisser Luc avant de venir chez toi. Ok. Donc Cindy, par rapport à ce que tu dis, pour te répondre, je dirais que
certaines personnes considèrent que chrétiens, musulmans, juifs et bouddhistes, tout ce que tu veux comme religion, c'est le même Dieu. En fait, beaucoup de personnes estiment qu'on a tous un même Dieu, on prie tous le même Dieu. Beaucoup de personnes estiment que ce n'est pas le même. Et dans ce qu'elle a dit, d'accord, dans ce qu'elle a dit, je pense que c'est des personnes qui estiment que leur Dieu traditionnel, c'est le même que les chrétiens prient. Voici pourquoi en semaine, ils vont prier, ils vont danser, et le dimanche, ils vont à l'église. Parce qu'ils estiment que c'est le même en fait. Voilà. Selon leur conception en fait. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense même pas. C'est mon avis. Et c'est très bien que quelqu'un, je pense que c'est toi, ait soulevé le fait que traditionnellement parlant, avant que les colons arrivent, les Africains, comme beaucoup de peuples de la terre, avaient leur croyance. Ils croyaient en un Dieu, ils avaient des noms. Chez les femmes, on parle de pas mal de dieux, Timvet, Engong, tout ça. Je vais m'attarder dessus parce que je ne maîtrise pas forcément. Et je m'arrête là pour l'instant. Une autre intervention par rapport au mariage entre la culture et la religion. La vie, c'est question de base. C'est un sujet un peu complexe parce que là, on voit qu'il y a des personnes qui prennent part un peu. Je ne voudrais pas rentrer dans le fond de la chose parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent beaucoup de choses aussi ici. Voilà. Aussi. En même temps, moi je pense qu'il y a mariage entre la culture et la religion. Il y a une revue qu'on appelle le pays des trois estuaires. Le pays des trois estuaires, c'est la traçabilité des origines de chaque ethnie du Gabon. Et dans cette traçabilité-là, on inclut en même temps la tradition et la religion occidentale, ou encore la religion extérieure. Parce qu'il faut dire qu'à part le catholicisme, on a eu l'islam qui est arrivé. Dans le XVIIe siècle avec Cheikh Mali Baba et Samori Touré, dans le XVIIIe comme ça. Au début des années 1900, voilà, effectivement, avec Cheikh Mali Baba et Samori Touré. On n'a pas trop parlé de l'islam parce que ce n'est pas la première religion arrivée au Gabon, mais parlons des orthodoxes qui sont arrivés. Parlons des orthodoxes qui sont arrivés sur la côte de l'Estuaire. On peut constater que ces orthodoxes-là ont cohabité avec les autochtones même à l'époque. Le premier peuple déjà de la côte, c'était les Mienins. C'était les premiers peuples de la côte qui ont cohabité avec ces occidentaux sans différenciation. Donc, déjà sur ce point, je pense qu'il y a mariage. Bien sûr, il y avait les bouddhistes, ils faisaient ce qu'ils faisaient, mais c'était les mêmes qui faisaient ce qu'on appelle la catéchèse, hein, c'est ça? Le catéchisme. Catéchisme. Ce sont les mêmes qui dansaient le witi la nuit, qui faisaient le catéchisme. Il y avait des grands rois. Un roi, par exemple, qu'on appelait Kringer. Kringer, c'était un grand athée par rapport à la culture, par rapport à la religion occidentale. Mais c'est ce même roi qui protégeait ses prêtres et les premières sœurs qui arrivaient. Donc pourquoi ne pas dire qu'il y avait mariage alors qu'on connaît tous l'histoire, on connaît tous qui a fondé les premières églises, qui étaient les premiers fidèles des premières églises. Ce n'étaient pas des religieux en tant que tels, c'était d'abord les peuples de la côte, suivi des peuples de l'intérieur. Donc pour moi, je reste... Merci. Je voudrais juste peut-être, si c'est la dernière information sur le point avant d'avancer, juste Vas-y, Daniel. Ouais, il veut intervenir. Bon. C'est comme mon ami Ali nous l'a dit, c'est un sujet assez sensible. Très sensible même, je dirais. Et je dirais que les points de vue vont toujours différer, de toute évidence. Et maintenant, pour ma part, j'aimerais que l'on puisse faire la nuance entre l'aspect naturel de la religion et de la culture. Donc,
je dis la connaissance naturelle. Je vais appeler ça comme ça. Connaître la culture, on va dire, je sais pas, en ce qui concerne par exemple les traditions, le bouti, le djembé, comment ça se passe et autres. Du côté de la religion aussi, la Bible, les dimanches, tout ce qui est catéchisme, comme il a dit. Il faudra faire une nuance entre cette dimension-là et la dimension spirituelle des deux. Je ne sais pas si vous voulez me faire comprendre, si je me fais comprendre. C'est deux choses bien différentes. La morale et la foi. On peut dire la morale et la foi, parce que je préfère parler de l'aspect multidimensionnel parce que, voilà, je dirais aussi bien la vie chrétienne. Voilà pourquoi je dis la vie chrétienne et voilà la tradition, la culture, n'est-ce pas, d'un point de vue naturel, peuvent s'entendre. Mais si on va maintenant dans le domaine spirituel, c'est plus la même chose. Parce que vous allez peut-être me définir la religion comme étant, voilà, cette structure des églises qui sont venues et tout le reste des choses. Voilà, c'est l'aspect structurel. Donc, l'église, on croit en Jésus, voilà, on obéit au verset biblique. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, ton intimité personnelle avec Dieu en est une autre. Comme du côté de la religion, comme du côté de la tradition. N'est-ce pas? Il y a d'autres qui connaissent, comme elle a si bien dit, elle connaît comment ça se passe dans le petit et tout le reste. Mais il y a aussi des personnes qui développent une certaine spiritualité de la chose. Et là, excusez-moi, mais je ne vais pas dire qu'il y a mariage. Ce serait mentir. Dire qu'il y a mariage à ce niveau spirituel, c'est assez délicat. Je vais prendre, pour ma part, je suis chrétien. Je dirais même encore, je vais prêcher pour Niris qui me connaît. Il sait que je m'accorde la grâce d'aller dans différents endroits, même dans d'autres pays, pour aller prêcher l'évangile. Donc, lorsque je parle de la dimension spirituelle de la chose, je sais de quoi je parle. Vous voyez? Ça ne t'empêche pas de... Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une connaissance de ma culture. Mais est-ce que ta culture aussi a le droit d'être une foi pour les autres? Parce qu'en fait, c'est comme si on refuse à ceux qui veulent rester dans la tradition de voir aussi le plaisir, d'avoir leur foi dans ça. Elle a pas de personnel. Tu es d'accord avec moi que si tu parles de degré de spiritualité, nous sommes maintenant dans un monde intelligible. Dans les deux sens. Si nous sommes dans un monde intelligible, dans les deux sens, quelque part, il y a mariage. Parce que là, on ne va plus parler on ne va pas parler de connexion en esprit, mais là, on va parler de spiritualité. On revient encore sur quoi? Il y a une connexion quelque part. D'accord, on va pas aller dans un débat. Voilà. On va pas rentrer dans un débat. On n'est pas d'accord. J'ai compris ce que tu as dit. C'est bon. Oui, voilà. La section, ouais. Je peux prendre. Daniel n'a pas terminé. Attends, après on va prendre d'autres interventions avant de passer. Vas-y, Daniel. Donc, ce n'est pas que je voulais toucher Dieu, mais de par mon expérience, n'est-ce pas, avec Dieu, je dirais pas avec la religion, parce que si on me demandait ce que j'étais, je ne dirais pas que je suis religieux, je dirais que je suis chrétien. C'est deux choses différentes. Si on me demandait ce que j'étais, je ne dirais pas dire que je suis religieux, je dirais que je suis chrétien. Donc maintenant, de mon expérience chrétienne, c'est à ce niveau-là que je suis en train de dire maintenant qu'il y a une différence et il n'y a pas mariage. Parce que vous voyez, on va tourner en rond et tout le reste. Mais une chose est sûre, c'est que sur ce point, en fonction des convictions de tout un chacun, il y aura forcément des dissemblances. De toute évidence. Donc on va prendre les deux conduits avant de passer dans la D'accord, écoutez, moi je pense carrément que nous sommes le nœud du problème. C'est vraiment le point. Regardez la divergence qu'il y a juste lorsqu'on aborde ce côté-là. Et je pense que c'est ce côté-là qui fait en sorte que on soit un peu loin de nos bases, c'est-à-dire qu'on se soit éloigné de la culture parce qu'il y a une confusion à l'intérieur. Maintenant, moi je préfère le dire clairement, je ne me sens pas assez outillé pour pouvoir définir les deux contextes. Parce que
que l'on prenne le côté religieux, on chasse les esprits, on machin, que l'on parle du côté, on va dire, traditionnel, parce que je préfère comme ça, et mystique, on chasse aussi les esprits, on met les protections, on associe, voilà, on mange au bois sacré, on associe. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je suis très très mal parce que je ne suis jamais sorti en temps. Non, c'est vrai, je voulais un peu faire rire. Je voulais me faire rire parce que je sentais que l'atmosphère était un peu tendue. Mais c'est une façon de vous dire que c'est un secteur qui, en fait, c'est vraiment peut-être l'aborder. Je ne sens pas prêt. Ouais, c'est délicat. Effectivement. Si tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, tu ne peux pas te positionner parce que celui qui va chasser l'esprit avec le nom de Jésus, l'autre qui va prendre des bogas pour soigner le malade, bon, qu'est-ce qui. En fait, voilà, c'est assez délicat. Je pense que c'est. Je ne peux pas trop me positionner concernant ça, c'est trop sensible. Même si je suis très orienté religion, mais sur ce contexte-là, je ne me positionne pas. D'accord. Donc, on vite fait, Marina, pour revenir sur ce qu'il dit, en fait, juste comme synthèse, ce qu'il dit, c'est que, en fait, le mot ici, mariage, ça veut dire peut-être aussi tolérer que les autres acceptent leur foi dans ça. On n'est pas toujours obligé de se sentir en confrontation avec les autres, sinon ça ne va pas faire évoluer la vie. Oui, c'est vrai, mais c'est pas possible. Si le jour où un pasteur est ami avec un maître de fils, les gens diront plus dans son église. C'est clair. Mais attends, je ne veux pas. Il a tout dit et c'est là le cœur. Donc on va prendre l'intervention. Mais le temps ici au Maroc, vous voyez bien qu'on peut visiter la mosquée étant chrétien. Ils ont cette tolérance-là pour eux de laisser l'accès à la mosquée qui devient monument. Aussi, cette dernière, non, c'est pas juste touristique. L'objectif derrière, c'est les gens adhérer peut-être. Mais attention, c'est aussi une tolérance. Parce que déjà, les musulmans, attends, eux, pour eux, nous on va aux enfers, hein. Nous on va pas voir la. Mais ils nous tolèrent. Mais c'est même pas discutable. Non, mais les gens. Alors, pour nous africains. Il y a quelque chose qu'il faudrait aussi connaître. Moi, je pense que c'est vraiment le plus gros problème. Si on dit qu'un pasteur, n'est-ce pas, ami avec un maître bouddhiste, on va plus aller dans son église. Hein? Je peux peut-être ne pas, je n'en disconviens pas. Mais maintenant, si jamais le maître bouddhiste dont on parle, c'est le frère du pasteur. Ben, là, Ils seront des mots. Attention, on avance en intervention. Ils seront différents. C'est au-delà de ce que. Voilà, moi je pense que moi je suis quelqu'un qui est assez prêt pour parler de ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je tiens déjà à m'excuser d'abord d'être venu en retard parce que j'aurais pu être là beaucoup plus tôt. Bon, je me nomme AC. On va dire AC, c'est pas grave. Bon, je vais essayer de donner un peu mon avis là-dessus parce que, premièrement, je vais d'abord décliner ici mon obédience religieuse pour encore traditionnelle. Je suis bouddhiste. Je suis bouddhiste. Il est bouddhiste. Je suis bouddhiste. Faut le voir, c'est bien. Bon, ici, moi, je trouve que, déjà, premièrement, on parle de culture. Quand on parle de culture, c'est une appartenance. C'est une appartenance, une identité. C'est une manière de vivre. Elle est propre à un peuple. Maintenant, quand on parle de religion, la particularité qu'a la religion, c'est l'aspect, on va dire, spirituel. Bon, déjà, dans notre culture, je pense que c'est comme elle disait ici, pour apporter un peu de l'or son moulet. Elle disait, elle a bien fait la nuance, c'était très simple, c'était très pertinent. Avant que les Blancs n'arrivent ici, les Occidentaux viennent, on pratiquait déjà notre tradition. Avec la morale. Avec la morale. Et ça nous avait jamais, peut-être trahi quelque part, mais ça nous avait jamais trahi parce qu'on faisait presque tout avec. On vivait avec, on soignait les gens avec, on priait un Dieu. La preuve en est que dans toutes nos ethnies respectives, chacun sait à un nom qu'il a donné à Dieu. Il y a des prières même en langue. Est-ce que c'est le blanc qui nous les a montrés? Jamais. Donc déjà, si vous déjà réalisez cela, ça veut dire que tout est dit. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, les gens diabolisent tout simplement parce que le blanc a mené et les gens, au fur et à mesure, parce qu'il y a des gens, quand le blanc nous a amené la religion, le christianisme, les Africains ont commencé à tourner le dos à leur culture. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que
entraîne cette confrontation, ce manque de tolérance là. Donc vous allez parler aujourd'hui, quand on regarde la Bible, il y a des versets bibliques qui ont des points de similitude avec même le Witty. Vous allez rentrer dans le. On va parler du Mouiri. Quelqu'un va dire je vais taper le Mouiri parce qu'il doit tuer quelqu'un, il a peut-être pris un membre de ma famille. Mais c'est quoi? C'est la loi d'Italie. Et puis, dent pour dent. Donc je pense que quelque part, il y a quand même de quoi faire bon ménage entre les deux. Donc je pense que je pourrais m'arrêter par là. Rapidement, on va passer. Je ne sais pas si je dois pourrais. Non, donc, non, on va essayer de... J'ai tellement de choses à dire. Non, c'est pas grave. Daniel, donc il n'y a pas assez de temps, on va passer. Alors, donc c'était pour dire que c'est un point parce que on organisera des conférences et pas seulement nous, mais même vous. Et c'est bien de, comme Iris a dit, il n'est pas outillé pour pouvoir le dire. C'est pour ça que c'est bien de connaître, de chercher, de se rapprocher de son grand-parent pour savoir, de quelqu'un qu'on connaît, juste pas forcément pour rentrer, mais pour connaître. Daniel a évoqué un grand point, il y a beaucoup de dimensions spirituelles. Mais je pense quand même que la seule chose avec laquelle on peut être d'accord dans la salle, c'est qu'il y a un seul Dieu qui a créé toute la terre entière. Maintenant, aucun de nous dans ce monde n'est apte à dire que le Dieu là, c'est le bon Dieu. Chacun va défendre sa religion. Non, Daniel, ce n'est pas un débat. Attention. Je dis ça pour moi. Le Dieu que nous prions à l'église, c'est un Dieu de tolérance qui ne contredit pas, qui ne... Voilà, je suis chrétienne, Daniel, mais j'apprends à tolérer. C'est ce qu'on dit, on veut prêcher, on veut prôner pour la tolérance en fait. On veut qu'en tant que Gabonais, on apprenne à tolérer les autres, à accepter qu'on n'a qu'un seul Dieu. C'est juste repartir à notre culture, ne pas forcément dire qu'on veut pas juste que notre culture soit bien. Donc l'objectif c'est ça. C'est comme tu as dit, tu connais ta culture, mais tu ne rentres pas forcément dans la dimension spirituelle. Donc faire ces petites nuances là et continuons à pouvoir chercher, ça peut nous permettre de garder notre patrimoine. Vraiment, on aura le temps de revenir dessus. Surtout que c'est un compte à moi. Oui, voilà, vous avez le temps de vraiment. On va pas s'étaler dessus. Mais il y a matière à discuter. Donc la troisième section, c'est dernière, le rôle de la diaspora gabonaise dans le développement socio-économique et culturel du Gabon. Donc vraiment, ce sera, essayons d'être, voilà, rapidement, précis, concis, pour essayer de savoir qu'est-ce que nous peut apporter pour le développement socio-économique et culturel de notre pays. Là, vous n'allez pas comme me dire que vous n'avez rien à dire. Qu'est-ce que toi, en tant que membre de la diaspora, qu'est-ce que tu peux apporter pour le développement socio-économique de ton pays, Lucien? Tu vois, par exemple, juste en même 3 mots, même en une phrase. C'est vraiment important. Non, mais j'aurais pu parler depuis, mais sans mentir, il y a tellement de choses qui sont sorties, c'était pas du bon pouvoir. Bon, en gros, pour le rôle de la diaspora, c'est déjà faire comme vous avez fait. Ça, c'est le premier pas, déjà essayer de revenir à la communauté et partager comme on a fait aujourd'hui, et essayer de voir les points de vue et probablement trouver en quelque sorte des idées. Par exemple, je loue ce que vous avez fait au niveau de l'ONG, je ne sais pas si... Non, c'est ce que vous avez fait au 31. Avec Sisiba, voilà, c'était le Grand Badja. Voilà, ce genre d'initiative. Je peux l'expliquer à la fin pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, il y a un peu de ça, organiser des manifestations, faire des expositions pour valoriser, faire connaître aux autres diasporas, par exemple les Ivoiriens qui sont ici au Maroc, les Sénégalais, montrer un peu le Gabon. En gros, c'est un peu ça. Ok, donc William, tu veux pas dire quelque chose? C'est le dernier tour de table. Hein? Du coup, je trouve pas vraiment aisant. C'est l'image qu'on va garder de toi. J'aurais voulu intervenir sur les sujets précédents, mais bon, j'ai pas eu cette chance-là. Malheureusement. Brièvement, je peux juste dire que, en fait, en étant à l'étranger, nous sommes des ambassadeurs de notre pays et nous devons tout simplement, comment dirais-je, valoriser la culture en fait. C'est justement ça, nous devons présenter. Ici nous sommes confrontés avec plusieurs nationalités
lorsqu'il y a peut-être, je prends un exemple simple, il y a un événement, c'est nous, lorsqu'on se présente en fait, on représente notre pays. On représente notre pays. À la journée culturelle de la Sésame, on a presté, on a valorisé en fait le Gabon avec la danse, tout ça là, les chants. Donc ce sont des choses en fait comme cela. On va dire non, c'est tel, c'est le Gabon, c'est le Gabon. Il y a le jeune de Mondiapolis qui a eu le prix à l'éloquence. Donc on va dire c'est le Gabon, c'est le Gabon. Donc c'est dans cet aspect-là qu'on doit valoriser le Gabon. Merci bien. Mirabel, le rôle de la diaspora gabonaise dans le domaine de société culturelle Gabon, qu'est-ce que tu nous dis? Toi-même en tant que membre de la diaspora, Bon, moi je suis d'accord avec ce qui sont dit, c'est il faut valoriser notre culture justement en nous représentant dans les manifestations, dans tout ce qui se passe, même par notre propre manière d'être en communauté, de se parler par exemple, parce que quand on voit les autres, la société majoritaire sénégalaise, ils se parlent, ils ont des connexions, par moi je sais personne. Donc je veux dire, il faut qu'on puisse avoir des, je sais pas si je veux dire des liens gabonais, mais essayer de se réunir, en fait, de se connaître pour ne pas être isolé, si on peut dire en fait. Une meilleure vie dans les communautés, une Voilà, meilleure vie en communauté. Bon, moi je vais prendre mon cas. Quand je suis arrivée ici en première année, je crois que ce sont des caciques qui m'ont accueilli, comme on le dit souvent. J'ai dû participer à toutes les activités parce que déjà c'était des personnes très actives. Donc j'avoue que quand je suis arrivée en première année, je participais un peu aux choses de l'UGM parce que j'ai dansé, j'ai joué au foot. À César, je participais un peu à tout parce que les anciens qui étaient là me donnaient cette envie de le faire. Et aujourd'hui, je crois que l'année dernière, Aline m'a écrit, me dire de venir participer. Je lui ai donné mes raisons. Je lui ai dit que franchement, je veux faire sur les Gabonais. Et c'est un truc qu'on va arrêter parce qu'après, on se dit, même si tu as été frustré quelque part, on a besoin de le raisonner ainsi parce que c'est pour le bien de notre pays, tu vois. En dansant, par exemple, en participant à la journée culturelle, tu apportes un plus. Donc aujourd'hui, je me dis, la diaspora gabonaise, peut-être au Maroc ici, parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui raisonnent un peu comme moi aujourd'hui, qui disent, bon, on a fait ça peut-être quand on est arrivé, mais aujourd'hui on ne fait plus parce qu'on a eu peut-être des conséquences, il y a eu des choses qui sont passées qu'on n'a pas appréciées, tu vois. Donc, je me dis, pour apporter notre plus au développement, arrêtons de réfléchir comme moi-même en fait. Donc, essayons d'avancer, essayons toujours d'apporter une pierre à l'édifice, afin que les choses puissent toujours aller de l'avant en fait. Posons les actes. Et genre, quand on parle de la diaspora, c'est un groupe de personnes. Moi, je considère que, comme elle a pris son cas, elle a participé la première année aux activités de l'UGM. Il faut aussi déjà briser les cercles sociaux. Parce qu'on a l'habitude de faire, parce que je connais tel, quand il y aura tel événement, je vais d'abord passer par lui avant de contacter tout le monde. Bon, moi déjà, désolé, hein, je ne vais pas frustrer certains, mais l'UGM, comme moi je suis arrivée la première année, je ne savais pas ce que c'était. Et pourtant, j'ai fait 4 tours à l'ambassade, mais on ne m'a pas parlé de l'UGM. C'est l'année passée, bon, déjà, elle et moi se connaissent depuis ma première année. C'est elle qui a essayé de me faire entrer dans les activités des Gabonais. Bon, moi, je ne vais pas vous mentir, moi, je connais les Gabonais comme en salle impériale. C'est à l'impérial que moi, je connais la majorité des Gabonais. Et puis, à l'église catholique. Par contre, moi, je me suis plus initiée dans les activités de l'église catholique parce que là-bas, j'ai été mieux accueillie. Mais essayez, bon, je vais donner des petits topos. Voilà, moi, dans mon école, ils ont demandé à ce qu'on fasse une journée culturelle. Nous ne sommes que 3 Gabonaises dans l'école. Et mon professeur m'a vu, il m'a demandé à ce que moi, je puisse représenter la culture gabonaise. J'ai contacté le secrétaire. Il m'a dit, il n'y a pas de souci pour qu'il puisse passer. Mais le problème, c'est que quand on parle même des Gabonais, les gens se demandent, Gabonais,
Le Gabon, c'est quel pays? Des fois, on va te confondre au Congo. Des fois, il dit que je suis congolaise. Je dis non, je ne suis pas congolaise, je suis gabonaise. Gabonais, Aubameyang, Bongo, oui, c'est ça. Donc moi, pour essayer, il faut d'abord essayer d'impacter. Nous devons impacter notre entourage pour essayer de nous faire connaître d'abord. Avant de parler de la diaspora, il faut que nous-mêmes, on puisse avoir l'esprit patriotique. Ce n'est pas parce que tel ne fait pas que moi, je ne vais pas faire. Bon, moi dans mon église, je ne vais pas vous mentir, l'hymne national c'est Nzembi Bouboué. Les gens se demandent que, comment ça l'église est à majorité ivoirienne, mais notre hymne national c'est une fille qui a apporté du nom Nzembi. C'est parce que dès que moi je suis arrivée, je me suis imposée. J'ai dit nous sommes dans un pays déjà, c'est islamique. Vous essayez d'ouvrir des églises, mais essayez d'intégrer tout le monde. Donc moi je demande à ceux que le nouveau bureau essaie de pouvoir faire participer toute la population. Il ne faut pas que les journées socio-culturelles, les sorties ne soient que pour un groupe de personnes. Non, essayez de vous rapprocher. Il y a les Gabonais à eux-seuls. Demandez aux Gabonais de là-bas d'essayer de se rapprocher de nouvelles personnes. Des fois quand les personnes viennent pour la première fois, il y a les timides entre nous. Il y a ceux qui ne peuvent pas venir s'ouvrir facilement aux autres pour dire que ouais, je suis Gabonais. Mais quand ils vont voir 2 personnes, 3 personnes marcher entre elles, ils vont créer facilement une barrière. Donc moi, je voudrais que l'on essaie vraiment de faire intégrer chacun de nous dans la diaspora pour créer une vraie communauté. Merci. Merci. Un mot. Par rapport à ce point, je devrais peut-être déjà signaler que je fais partie d'une association à Agadir, ADHA. Donc c'est l'association, en fait, c'est une association à but non lucratif. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Lorsqu'il y a des événements qui sont organisés, on essaie de contacter des subsahariens qui ont des projets en fait et tout. Et on essaie de les intégrer en fait pour qu'ils puissent exposer ce qu'ils font et tout ça. C'est pour le développement de l'Afrique en fait. On ne cherche pas si c'est un Gabonais ou... Non, c'est vraiment les subsahariens. Donc on les aide dans ce sens. Et pour revenir sur le cas du Gabon, je pense que si nous sommes tous ici déjà au Maroc, c'est pour des études. Donc on vient, on a des projets et tout. Demain on sera appelé à rentrer au pays. En quoi est-ce que nous, on va participer au développement du pays? On a Luc, par exemple, déjà. Luc, c'est un viner, c'est un comédien et tout. Nous, comment est-ce qu'on va aider Luc, par exemple, à développer ça? On passe par des partages et tout ça, là. On réédite. Il y a des gens qui peuvent peut-être confectionner des trucs, je ne sais pas. Mais depuis, si on commence à construire ça, on commence à partager, en fait, nos projets. Et lorsqu'on rentre, on rentre avec une certaine force en fait. C'est pas chacun va rentrer. On s'est vu ici et puis déjà on se connaît même pas. Donc quand on rentre, moi c'est surtout dans le sens du réseautage en fait. Qu'on crée des liens, des réseaux. Et demain, après-demain, on sera une force. On a un docteur, on a une juriste, on a un commerçant. C'est ça en fait. C'est en ce sens-là. Essayer de travailler, unir en fait nos forces pour faire évoluer. Moi, je suis une chanteuse. Ouais. Voilà, on a une chanteuse en plus. Voilà, c'est ça. Ici, on va vendre de pays comme ça et à l'extérieur et au Gabon, ce sera une force en fait. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que qu'est-ce qu'on peut apporter au développement? Vous avez dit qu'est-ce qu'on peut apporter au développement? La diaspora peut apporter au développement socio-économique et culturel du Gabon. Et dans un premier temps, d'abord, j'ai vu ça dans la fiche qu'on m'a envoyée. Vous avez dit retour à la source, c'est ça? C'est d'abord ça, il faut d'abord retourner aux sources. Une personne, comment trouvez-vous normal qu'une personne apprenne sa culture, étudie même sa culture à l'école, alors qu'elle-même elle est peut-être gabonaise, on lui parle du Gabon? Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. On est en train de parler, ça devient tout un débat, une problématique, quelle est la nuance qu'il faut faire? Que faites-vous entre la culture et la religion? Mais beaucoup de personnes n'arrivent même pas à parler parce qu'ils ne sont même pas dans la culture, ancrés dans la culture. C'est pas normal, c'est vraiment déjà, c'est dommage. C'est déjà ça, c'est dommage. Elle a dit ici, Naomi disait que les Gabonais ici sont divisés.
c'est vrai, ils sont divisés, il faudrait qu'on soit soudés et tout. Mais tout ça commence aussi par même le bonjour, le simple bonjour. Vous êtes deux Gabonais, vous rencontrez, tu sais très bien que les Gabonais, tu ne lui dis pas bonjour. Bon, mais tu sais ça, tu ne lui dis pas bonjour. Si c'est son comportement à lui, mais toi, change les choses. Commence par lui dire bonjour pour que prochainement il va te dire aussi bonjour. C'est comme ça que c'est par là que ça commence, ça devrait commencer. Donc c'est un peu ça. Pour la diaspora, je pense que c'est en initiant des telles réunions pour parler de la culture, c'est déjà quelque chose. Moi particulièrement, elle a parlé il y a des artistes, lui c'est un vaineur, je le connais. Ici, qu'on doit aider. Si nous sommes divisés, comment on veut les aider? Parce que c'est déjà ça là-bas, il faudra qu'on soit soudés ici pour que quand on retourne au pays, qu'on essaye, on ne fait que reproduire ce qu'on a commencé ici. Moi, on m'a appelé tout simplement parce que, je vais dire en guillemets, je suis ambassadeur de la culture gabonaise ici. Parce que, non seulement, dans un premier temps, je suis là-bas, je joue un instrument de musique traditionnelle qui est la harpe sacrée. J'ai un ami aussi qui joue à ça, mais lui il est rentré au Sénégal. On a commencé à deux, on a créé un groupe traditionnel, et elle est dans le groupe. Ouais. Donc on a créé un groupe. Et je suis même allé jusqu'à créer encore un autre groupe Facebook des artistes gabonais au Maroc. Pourquoi je le fais? Tout simplement parce que j'ai vu qu'autour de moi j'ai beaucoup de rappeurs, j'ai beaucoup d'artistes, j'ai beaucoup de chanteurs et chanteuses qu'il faut valoriser. On doit les valoriser. Comment on doit faire la promotion? C'est entre nous-mêmes d'abord. C'est entre nous-mêmes. Mais les gens, personne ne veut prendre des initiatives. Vous voulez que les choses avancent comment? Donc c'est un peu ça. C'est juste ce que j'ai à dire. Il faudrait qu'on sache d'abord d'où on vient pour pouvoir savoir, pour pouvoir avoir une vision en fait. Donc on va faire une Sylvia et on va arriver à vous. Et après on dit vous allez terminer. Donc allez-y. En fait, je suis d'accord avec ce que Maître Assé a dit et avec ce que Naomi a dit. Moi, ça fait à peine 7 mois que je suis au Maroc. Si je n'avais pas Alan, je ne sais pas. La plupart du temps, quand j'essaie de me rapprocher de certains... Quand j'ai essayé de me rapprocher de certains Gabonais, ils étaient renfermés en fait. Tu essaies de te rapprocher, ça fait mal placé, ça fait... En fait, c'est ça. Il faut être soudé entre Gabonais. On doit se dire, lorsqu'on voit un frère Gabonais, on se dit, ah, c'est mon frère Gabonais, je vais me rapprocher de lui. Et puis lui, directement, il va voir que je suis sa soeur gabonaise, il va se rapprocher, etc. etc. Mais il n'y a pas cette entente-là, en fait. Il y a trop de... Rapproche-toi de nous. Il y a trop de limites. Voilà. D'accord. Donc, Alain, Alino, Alain, tout. Vas-y. Je voudrais dire, premièrement, il faut déjà le cas du Maroc, il faut commencer à chasser ce complexe de supériorité que l'on a. Parce que ici au Maroc, on développe vraiment un complexe de supériorité. Et vraiment plus. Tout est dit. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, je dirais que en tant qu'ancien, il va falloir qu'on puisse développer des nouveaux mécanismes de manière à ce que lorsque nos petits frères arrivent, on puisse effectuer un suivi vraiment stratégique et leur vendre cette image d'éthique-là pour qu'ils puissent par la suite développer des bonnes méthodes, des bonnes manières. Parce que pour moi, si tu n'as pas un comportement digne de ce nom, tu ne peux rien apporter au pays. Tu ne peux pas participer aux activités. Tu ne peux pas t'identifier en tant que Gabonais. Tu ne peux pas développer le vivre ensemble. Parce que c'est ce qui nous manque ici, au Maroc. On n'a pas cette culture de vivre ensemble. Comme elle disait tout à l'heure, on crée des sectes, des petites sectes, où on se retrouve entre amis, entre connaissances, et on oublie les autres. Donc je pense qu'on doit être plus altruiste, de manière à ce que tout le monde puisse avoir une même vision, un même regard, et on avance ensemble. C'est un peu ça le plus important. Ok, d'accord, merci. Donc Daniel, après, un mot. Moi j'ai assez dit, oui. Donc je n'en dirai plus. Donc je vais simplement dire qu'il faudrait juste plus d'implication de tout et chacun. Parce que ce n'est que lorsque tu accordes l'intérêt
à ce que tu fais que tu vas t'y mettre pour de vrai. Si tu n'accordes pas d'intérêt à la chose, une chose est sûre, que l'on vienne te sensibiliser. Quel que soit ce qu'on te dira, voilà, le dernier mot te revient toujours. Donc je pense qu'il faudrait d'abord que chacun puisse être conscient de ce qu'il veut, de la nation que nous représentons ici, qui est le Gabon, et tel que l'a dit Monet, de développer, de vivre ensemble, et cultiver l'humilité aussi. Parce que bien sûr, pour ce que dit la Bible aussi, excusez-moi, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Mais c'est l'orgueil qui précipite la chute. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Pour ma part, je dirais que la notion de vivre ensemble pour le Gabonais est très difficile. Particulièrement pour ceux qui sont aussi à Casa. Casa, c'est la plus grande ville, bon, en matière de population, bien sûr. Pas un seul jour ne passe sans que je ne découvre un nouveau Gabonais ou une nouvelle Gabonaise. Voilà ma soeur qui tout à l'heure a dit qu'elle chante à l'église catholique. Moi je suis là tous les jours que tu fais. Pas à l'église catholique. Ah bon, ok, admettons, pas bon. Je danse à l'église catholique. Tu danses à l'église catholique, d'accord. Tu chantes. Ramène avec ton bonjour. Bon, c'est pas de sa faute. C'est normal, on ne se connaît pas. C'est normal. On ne s'est jamais vu ailleurs. Si, aucun sait. Avec Manu, et tu n'as pas dit bonjour. C'est moi. D'accord. Donc c'est Manito qui vous a réunis. Bon, juste pour dire que c'est très compliqué. Pour nous autres qui vivons par exemple à Ulfa, d'être tout le temps en connexion avec ceux-là qui sont au centre-ville, c'est difficile. La plupart de nos boursiers sont au centre-ville. Nous les boursiers, on a c'est quoi cette comparaison-là? C'est quoi le message? Les cas sociaux. Bon, le message ici c'est quoi? C'est de, comme il a dit, c'est de donner l'intérêt d'abord à l'activité. Lorsque Niris a été nommé, pas nommé, voté, je pense que ce que j'aimerais inviter Niris à faire, c'est d'abord permettre aux jeunes Gabonais ici à s'intéresser à l'activité gabonaise. Parce que si on ne s'intéresse pas, il y a ceux-là qui ont cette mentalité à rester très restreinte. Je suis arrivé au Maroc en 2016. 2016 a été une année vraiment... Nous tous nous savons ce qui s'est passé au Gabon. Lorsque j'arrive, j'entends parler de l'UGM. D'autres me disent c'est du PDG. D'autres me disent c'est Jean-Ping. J'ai trouvé 2 camps au Maroc. Et je ne savais pas quel classique suivre. C'était vraiment difficile pour nous qui sommes arrivés ici en 2016. Donc vraiment, Niris, toi qui as l'UGM, vraiment je t'invite à revoir certaines choses. Hein. Toi tu as l'UGM, tu es dans le bureau. Tout le monde ici est à l'UGM. D'accord. Non, dans le bureau de l'UGM. En tant que secrétaire qui est dans le bureau général. central, parce que nous parfois même au niveau, tu sais, notre compétence est très limitée. On n'a même pas d'abord, comment dire, tout le contrôle de Casa. Chez nous on s'arrête à une fois. Donc toi qui es au niveau de Rabat, tu as la main un peu sur l'étendue du territoire marocain. Donc c'est un peu ça. Donc à mon âge, je voulais dire quelque chose. Bon, disons que déjà avant à l'UGM, moi je ne connaissais pas l'UGM. C'est disons cette année que j'ai vraiment appris. Mais je suis restée vraiment très loin de ça parce que comme il a dit, on disait que c'est Jean-Ping ou bien c'est Ali. Et du coup, moi, comme j'aime ce genre de choses, voilà, je préfère rester loin de ça. Et aussi, comme tout le monde a dit, c'est vraiment l'unité qu'on doit préserver et vraiment amener auprès des Gabonais. C'est tout ce que je dis. Bon, je vais essayer de faire une sorte de résumé parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Le problème de la diaspora gabonaise, c'est la mentalité gabonaise qu'on a emmenée au Maroc, qu'on emmène partout, parce qu'en France, c'est le même problème. La mentalité gabonaise, toutes les diasporas gabonaises du monde entier ont les mêmes problèmes. Parce que quand un Gabonais arrive à l'étranger, il ne veut rien savoir de ce qui concerne les Gabonais. Quand on entend un truc du Gabonais, non, je ne veux pas aller là-bas. En général, c'est comme ça. On ne s'intéresse pas à ce que les Gabonais font.
Et ça, c'est aussi parce qu'en général, les Gabonais sont vraiment pas très organisés. En tout cas, pas comme certaines communautés, certaines diasporas, comme par exemple les Ivoiriens, les Sénégalais, qui organisent vraiment des événements à une échelle nationale, qui font venir les ambassadeurs, qui font venir les artistes d'autres pays. Ils font venir, par exemple, les Gabonais peuvent faire venir Rudy, une comédienne au Maroc, etc. Donc vous voyez que tout part d'une mentalité qu'on emmène partout, tout part d'une organisation qu'on n'a pas encore. Et quand on arrive au Maroc, moi je suis arrivé au Maroc comme vous, je ne connaissais pas l'UGM. C'est un cacique qui m'a dit viens. Parce que comme beaucoup, je pensais que l'UGM c'était la politique. Parce que quand tu ne connais pas, tu te fais une idée, tu te dis quand les Gabonais se mettent ensemble, c'est mieux de ne pas être là. Et même les parents te disent les choses des Gabonais ne partent pas là-bas. Donc, pour l'UGM, c'est pas juste une affaire du bureau, parce que le bureau parle de l'UGM. Moi, j'étais membre du bureau de l'UGM. Les Gabonais, même quand ils ont l'information, ils ne veulent pas participer, ils ne veulent pas cotiser parce qu'ils estiment que l'UGM, c'est le PDG, c'est l'ambassade et on ne se mêle pas de ça. Donc on ne s'investit pas et nous, en tant que caciques, c'est à nous de dire à ceux qui sont arrivés après, ou même en même temps que nous, de venir. Moi, Cristiano m'a invité, je suis venu. Il savait que je faisais des vidéos, il m'a dit viens prester, j'ai presté. Et quand tu viens prester, c'est pas pour Cristiano, c'est pas pour Alino, c'est pour le Gabon, parce que la journée culturelle, c'est pour les Gabonais. Et pour terminer, en termes d'organisation de la diaspora, la diaspora est composée d'entrepreneurs, d'artistes, d'étudiants qui vont travailler peut-être à l'étranger, qui vont peut-être rentrer. Pour développer l'économie du Gabon, il faut investir au Gabon. Il faut mettre en place des business, même depuis le Maroc, parce qu'on voit comment ça se passe. On peut développer au Gabon. Parce que c'est ce que les autres font. Il faut être solidaire et organisé, comme je disais, parce que il y a des... Bon, les Sénégalais, ils sont vraiment à part, ils peuvent travailler ici. Mais dans des pays comme la France, il y a des Gabonais qui arrivent à trouver du boulot à d'autres Gabonais. Il y a des structures qui sont mises en place, même pour trouver des écoles et tout. Il faut faire ça. Et il y a des Gabonais qui arrivent, on a vu là sur Facebook, 3 Gabonais qui ont créé une plateforme qui permettent d'acheminer dans le monde, l'acheter sur Internet, c'est bien. Donc tout le monde n'a pas forcément cette facilité d'entreprendre, mais en termes d'organisation, il faudrait qu'on soit beaucoup plus solidaire pour que quand Niris lance un projet, on est derrière Niris et Niris doit réussir. Quand il y a une Gabonaise qui ouvre un restaurant, on part manger là-bas, on ne part pas manger en bon. Non pas payer pour la effectivement, pas parce qu'il y a tout ça en fait. Je m'arrête là, merci. Et en plus aussi faire des remarques qui améliorent la qualité. Voilà, pas juste critiquer, pas juste être hypocrite. Et le changement commence par le bonjour. Quelqu'un a parlé du bonjour. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, je veux dire qui me voient, mais qui me disent pas bonjour. Pourtant ils savent que je suis Gabonais. Ça c'est un problème. Parce que dire bonjour, tu sais que le frangin est Gabonais. Non, il n'est pas bonjour. Non, il ne les connaît pas forcément, mais quelqu'un que tu as déjà vu à la télé, tu peux pas lui dire bonjour. Si ça te gêne, tu dis bonjour. Lui, il ne les connaît pas forcément. Moi, je dis parce que je ne peux pas. Il est une personnalité publique en fait. Ce sont des personnalités. La personne qui a vu, la personne ne dira pas. Parce que j'ai vécu ça. Et moi, quand je remarque, je te dis bonjour. Voilà. Parce que j'ai pas de problème. Donc, vas-y, le SG va essayer de. Non, vraiment, je suis très content. Et je vais d'abord aborder le premier point concernant l'impact qu'on pourra avoir en tant que diaspora sur notre pays. Vous savez, lorsque vous êtes hors d'un secteur, vous avez la possibilité de mieux observer ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est un peu ce que nous représentons. Le fait que nous soyons hors du Gabon nous permet de mieux voir un peu ce qui se passe à l'intérieur et de mieux mesurer quels sont les secteurs sur lesquels on pourrait apporter de la valeur. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Gabon aujourd'hui est un peu victime de la diaspora. C'est la diaspora qui a le jeu. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, la confusion qui existe actuellement au Gabon, sont des diasporas parce qu'elle ne joue pas son rôle. Elle s'est beaucoup plus mise dans le côté critique, etc. C'est un peu ce qu'on fait maintenant actuellement. Alors que si on rentre beaucoup plus dans l'action en se disant, bon, il y a tel secteur qui ne marche pas, nous en tant que loin du Gabon, on a cette capacité à voir l'ensemble des outils, l'ensemble des secteurs qui ne fonctionnent pas. Moi, je pourrais m'associer avec X ou Y pour pouvoir monter peut-être une start-up qui pourrait
résoudre tel ou tel problème au sein de mon pays, au lieu de critiquer ce qui se passe à l'intérieur pour dire, bon, écoute, ici c'est bien, chez les Bleus, ils ont conçu ça, ils ont ceci, nous on n'a pas ça là-bas, mais écoute, emmène ça là-bas. Vous voyez un peu, bon, ça c'est le premier point. Maintenant, vous savez, quand on touche l'hygiène, je me sens vraiment touché. C'est normal. Franchement, je me sens vraiment touché. Moi, je suis, on va dire, un produit pur de l'hygiène. Pur de l'hygiène, pourquoi? Parce que avant que je ne sois aujourd'hui secrétaire général de l'hygiène, j'ai été secrétaire général de Casalfa et président de la commission de contrôle de l'hygiène, et j'ai toujours été dans les activités de l'hygiène. Et l'hygiène m'a beaucoup donné, parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est ma présence dans ce genre d'événement-là, dans cette association-là. C'est ce qui a bâti 90% de ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi je suis là en tant que secrétaire général de l'UGM? C'est parce que pour moi, je me suis dit, c'est une erreur. C'est une erreur pour chacun d'entre nous de ne pas faire partie de l'UGM. C'est vraiment une erreur. Pourquoi? Parce que c'est la seule plateforme que nous avons, nous, ici, en tant que Gabonais, c'est la seule plateforme qui nous permet de nous exercer. C'est-à-dire que tu es peut-être, tout récemment, on a créé un groupe d'information, c'est le club informatique, information de l'hygiène, parce que ça représente un peu toutes les personnes qui sont orientées vers le domaine d'information, pas informatique mais information, parce qu'il y a la communication, il y a les réseaux sociaux et tout ça. Donc, dans ce domaine en question, j'étais touché de me rendre compte qu'en fait, il y a certains qui sont à Galia, d'autres sont à Casa, d'autres sont à Rabat, mais à l'intérieur, ils ont pu échanger leurs connaissances. Et c'était assez enrichissant. Et c'est la seule plateforme qui nous permet de faire ça ici. C'est entre nous. C'est-à-dire qu'on est capable de valoriser nos compétences, de se munir des forces des uns et des autres pour se construire nous-mêmes. Tu ne seras jamais le fruit, tu es le fruit de ce que tu apprends, mais beaucoup plus de ceux qui t'entourent en fait. Nous sommes la représentation des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc si on est actif dans l'UGM, on est au contact des personnes qui ont les mêmes intérêts que nous, on est au contact des personnes qui ont la même soif que nous, même s'ils ont des informations qui diffèrent, mais en même temps, on a là la possibilité de pouvoir essayer de nous améliorer dans ce que l'on fait. Et c'est exactement ce que l'UGM a permis de faire. Et concernant la vision que vous avez de l'UGM, ça c'est intéressant, mais je tiens à vous dire que pour cette année, l'UGM tient vraiment à se délocaliser. Moi, par exemple, je suis de Casa, pas délocaliser ses accès, c'est-à-dire qu'on ne va pas se centrer sur une ville, mais l'UGM tient à créer un réseau. Parce qu'actuellement, par exemple, on a mis en place un ensemble de. On est en contact avec toutes les antennes de l'UGM qui sont dans le Maroc. Qu'est-ce qu'on fait? L'objectif, c'est de pousser les gens à s'approcher de ces antennes-là. Ceux qui sont à Casa doivent impérativement, pour avoir plus d'informations sur l'UGM, s'approcher des antennes qui sont au niveau de Casa. Ceux qui sont à Gadir doivent s'approcher au niveau d'Agadir. Comment on fonctionne? Par exemple, pour les stages actuellement, on a eu l'occasion nous sommes en train de préparer un partenariat avec une grosse entreprise qui demande, avec laquelle on a un gros partenariat concernant les stages. Et pour avoir accès à ces stages-là, on n'écrit pas à l'UGM directement. L'UGM publie l'information, il faut passer, déposer, envoyer les CV dans les différentes antennes pour avoir accès à ces informations-là. Donc, c'est-à-dire que l'UGM ne fera juste qu'un suivi qui sera orienté vers les différentes antennes. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de tout ce qui est... On va créer, par exemple, la commission scientifique et entrepreneuriale. Cette commission-là aura pour objectif de pouvoir pousser les jeunes Gabonais qui sont peut-être intéressés par tout ce qui est, comment on appelle ça, création d'entreprise, de rentrer dans cette commission-là, dans différentes villes. Et dans cette ville-là, on va énumérer, on va dire les différentes axes, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être intéressés par tout ce qui est le business projet, tout ce qui est intéressé par la mise en place d'un business plan, comment faire, je donne des exemples, c'est-à-dire que chaque ville va trouver les différents sujets qui pourront les intéresser. Et nous, au niveau du bureau central, on va rechercher des formateurs. Et ces formateurs-là ne viendront pas à Rabat, moi je ne suis pas de Rabat, je suis de Casa précisément, ne viendront pas à Rabat, ne viendront pas juste à Casablanca comme ça, ils vont venir au contact des bureaux qui sont dans les villes en question. Pour tout ce qui concerne les problèmes des Gabonais ici au Maroc, on passera que par les antennes pour savoir ce qui se passe au niveau des villes en question. Donc c'est vraiment très important. Et en même temps, on a décidé pour cette année de pouvoir de mettre en place un plan d'action qui va tenir compte de tout ce qui se passe dans ces antennes-là. On ne va pas juste définir les objectifs, c'est vrai qu'on a des objectifs de manière générale, mais en même temps, on va tenir compte de ce qu'ils veulent faire, de ce que le bureau a besoin. Je donne un exemple simple, on va mettre en place par exemple cette année la Coupe du Gabon au niveau de l'UGM. Et cette coupe-là, chaque antenne doit avoir une équipe de football par exemple. Comprenez? L'objectif ici, c'est vraiment faire en sorte que chaque ville
où se trouvent des antennes de l'hygiène puissent réellement participer aux activités de l'hygiène partout où elle est. Pourquoi? Parce que je donne un autre exemple concernant par exemple tout ce qui est, comment on appelle ça, tu as parlé des autres artistiques par exemple. Il y a des articles un peu partout. Et c'est difficile au niveau du bureau central de pouvoir les fédérer. C'est très difficile, on ne peut même pas. Lorsqu'on passe une information sur Facebook, certains seront informés et d'autres même ne se sentiront pas vraiment concernés par le fait de décliner leur identité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passera par les antennes pour que ces antennes-là puissent énumérer les artistes qu'ils ont dans leur vie, de telle sorte que lorsque on aura des événements comme on compte organiser le Gabon Show, c'est un événement qui aura pour objectif de pouvoir permettre à tous les artistes gabonais qui sont au territoire chérifien de pouvoir exprimer leur talent. Et ces artistes, on va les avoir d'où? Des antennes. Ce ne sera pas une information qui sortira directement du bureau central. Et c'est un peu comme ça qu'on décide de communiquer. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'on est beaucoup plus efficace en ayant des représentations un peu partout, avec lesquelles on a un peu nous avons tous la même vision et avec lesquelles on pourra travailler. Maintenant, je vous invite tous, pour ceux qui ne sont pas sur la page de l'UGM, de vous inscrire, c'est le bureau exécutif UGM Bureau Exécutif. Allez-y sur la page, inscrivez-vous et lisez un peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Et en même temps, pour ceux qui sont dans la ville de Casablanca, voici le secrétaire général de la ville de Casa ici, voici le secrétaire général adjoint, adhérez au groupe WhatsApp qu'il a créé. Ceux qui sont à Agadir, je pense c'est qui Agadir, je pense c'est comment il s'appelle, Dan, qui est SG Agadir. Je ne connais pas. Non, je parle de Agadir. Elle était à Agadir, oui, c'est Dan qui est à Agadir. Donc voilà, bon, pour ceux qui sont dans notre ville, passer le message, c'est important. Nous sommes tous les ambassadeurs de l'UGM et du Gabon, parce que l'UGM, c'est nous tous en fait. Ça ne concerne pas que moi, ça ne concerne pas que le bureau de Casa, c'est chacun d'entre nous ici qui est au porteur de l'UGM. Maintenant, bon. On dirait le cas. Merci. On a tous dit quelque chose, c'est la base, c'est d'abord nous-mêmes, personnellement. Avant de pouvoir parler du travail ensemble, nous devons être des personnes moins égoïstes, nous devons être des personnes patriotes, nous devons être des personnes qui aiment notre pays et qui aiment ce que nous faisons. Parce que je pense que ça part de là. On aime ce qu'on fait, on aime notre pays, on est plus humble et à ce moment on s'ouvre à la communauté. Et les préjugés du Gabon, effectivement, comme Luc a dit, c'est vraiment, c'est pas ici à Calais, c'est partout. Donc c'est depuis la mentalité, c'est à nous de tuer la mentalité. Pour l'économie, on n'a pas forcément besoin de faire des starts ou quoi. Même ce qui est déjà en place, c'est toi, ton ego, au niveau micro, tu changes dans ton environnement. Même si tu as la fonction publique, tu changes ta façon de recevoir, tu changes ta façon de travailler, tu changes ta façon de dire bonjour, tu changes à l'école, à l'échelle microscopique et au fur et à mesure, ça va impacter ton entourage, ça va impacter autour de toi. On ne peut pas faire de grandes choses tout de suite. Donc en ce moment, on est en train de tuer la mentalité parce que le problème, c'est notre mentalité. On est en train de pouvoir tuer cette mentalité-là pour repartir sur de nouvelles bases. La diaspora a gaspillé beaucoup de choses avec la crise de 2016. On s'est beaucoup éloigné, on s'est dit, on ne veut plus, on ne peut pas s'éloigner. Donc c'est à nous, c'est à nous-mêmes de pouvoir penser juste au Gabon. Ne pensons pas politique, ne pensons pas, pensons économique. Ne pensons pas forcément à nous-mêmes parce que c'est pas forcément pour qu'on s'enrichisse. Mais le Gabon est riche, si lui il est riche, le Gabon est riche. Et voilà, donc, et quand on participe à certaines choses, ne pensons pas seulement qu'on fait les choses pour nous. Non, moi je vais partir, je ne vais pas partir là-bas, qu'est-ce que je vais gagner? Non, enlevons l'égoïsme, je pense que c'est la base de tout. Avant d'avoir des préjugés, apprenons à connaître, découvrir, pour pouvoir dire que je ne suis pas d'accord avec ça, il faut d'abord connaître. Je ne vais pas lui dire parce que rentrons d'abord, et si là-bas ça ne marche pas. Et même si la vie est faite de toujours de... Il y aura toujours de l'adversité, donc à chaque fois qu'il y aura l'adversité, on ne va rien faire. Donc on fait face à l'adversité. Il y a toutes les situations, mais on surmonte ça pour notre pays. Soyons des patriotes, soyons de bonnes personnes aussi. Donc il va parler, puis après on va aller pour les trucs qu'on a largement dépassés. Donc merci à tous encore pour votre attention. Merci. Pour vous remercier, franchement, la meilleure des choses à faire, c'est de vous abonner directement à nos comptes, différents comptes. Pour ceux qui sont arrivés en retard, je voudrais vous inviter à vous abonner. Merci déjà à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui soutiennent le projet, qui voient comme quelque chose qui est aussi à eux, parce qu'on est tous abonnés. Et qu'aujourd'hui, on fait ça en 2019. Mais dans 10 ans, on aura la quarantaine et tout ça. Dans 20 ans, la quarantaine, la cinquantaine. C'est peut-être les plus jeunes que nous qui vont piloter. Ça, c'est la vision qu'on a dans Azeva. C'est qu'on ne va pas rester à vie présidente d'Azeva, SG et tout ça. On va léguer quelque chose comme aujourd'hui, c'est
Niris qui est président de l'UGM, moi j'ai connu Cristiano à l'époque. Donc il y a vraiment cette nouvelle mentalité-là aussi chez nous qui a félicité, qu'on passe le relais aux autres. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'on se soutienne. Donc pour nous montrer votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner, à revoir les publications, à partager. Et il faut aussi apporter des idées, à critiquer aussi, ne pas juste critiquer et ne rien apporter. Parce que c'est tout ça là qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, et soyons fiers de qui on est. Voilà, et je pense que c'est tout. Hein. Voilà, merci beaucoup. Il faut qu'on voie le caméraman. C'est un Gabonais, voilà, parce que tu te caches depuis derrière la caméra. Donc, posons les actes, parlons moins. C'est vrai.